Bienvenue au webinaire français Santé mentale au sein de l'organisation et des employés pendant le Covid-19. Je m'appelle Yousra Benjeloun, coordinatrice administrative et manager de projet à l'Institut du bien-être au travail, et je serai la modératrice de ce webinaire. Ce webinaire fait partie de notre série liée au projet Mobiliser le talent. Mobiliser le talent, l'Alliance pour le recrutement et le maintien au poste des Canadiens ayant un handicap, est un projet financé sur 3 ans par le gouvernement fédéral, Emploi et Développement social Canada, avec l'objectif d'aider les employeurs à retenir et à recruter les employés ayant un handicap ou des problèmes de santé mentale. Nous tenons à remercier nos 9 organisations partenaires fondatrices ainsi que tous les présentateurs de nos webinaires. Nos webinaires sont possibles grâce au gouvernement fédéral, Emploi et Développement social Canada, ainsi que le soutien de nos membres. Aujourd'hui, nous accueillerons Dr Salima Amouche et Mme Jessica Dubé. La Dr Salima Amouche est professeure adjointe, formatrice en entreprise et consultante à la faculté de gestion de l'Université canadienne de Dubaï. Elle est diplômée de l'École des relations industrielles à l'Université de Montréal, avec un doctorat et une maîtrise en relations industrielles avec une spécialisation en gestion des ressources humaines. La Dr Salima Amouche possède une solide formation universitaire et une expérience pratique en gestion des ressources humaines. Elle pratique la gestion des ressources humaines depuis plus de 12 ans en tant que consultante RH, directrice de ressources humaines, directrice générale responsable des ressources humaines et spécialiste de l'acquisition de talents dans des petites et grandes organisations, dans différents secteurs d'activité et les entreprises multinationales. Elle a été membre du comité d'inspection professionnelle de l'Ordre des conseillers agrégés en gestion des ressources humaines et relations industrielles au Québec. La Dr Salima Amouche était également membre de l'équipe de recherche sur le travail et la santé mentale à l'Université de Montréal. Madame Jessica Dubé est à l'emploi de l'Institut Robert Sauvé de santé et de sécurité au travail depuis mai 2016 et est chercheuse depuis octobre 2019. Elle est titulaire d'un doctorat interdisciplinaire en santé et société de l'Université de Québec à Montréal, obtenu en mars 2018. Sa thèse porte sur les pratiques préventives auprès des travailleurs de location de personnel. Elle est également chargée de cours dans différents programmes d'université en ressources humaines. Ses intérêts de recherche portent sur la gestion de la santé et de sécurité au travail et plus particulièrement sur la cohabitation d'une diversité de populations dans les milieux de travail, les petites entreprises et les relations interculturelles. Son approche méthodologique est essentiellement qualitative, théorisation ancrée, études de cas et recherche collaborative. Merci beaucoup à vous deux pour être présentes aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Salima, sans attendre. OK, parfait. Donc, merci beaucoup, Yousra, de cette belle introduction. Merci. Oui, je vais parler de la santé mentale des employés, mais avant de commencer, je souhaiterais d'abord remercier Work Wellness Institute pour cette invitation. Je souhaiterais également remercier Jennifer et Yousra pour coordonner ce webinaire et de l'avoir organisé. Donc, je remercie également Madame Dubé. Donc là, on va présenter ensemble. Je vais juste faire pousser ça pour que ça soit clair. Parfait. Donc là, aujourd'hui, je vais présenter, dans le fond, je vais parler de la COVID-19 et l'importance de protéger la santé mentale des employés. Ça va être plus à partir d'une perspective de gestion des ressources humaines. Donc, on va parler plus quelles sont les pratiques RH à favoriser. Mon étude, dans le fond, et elle vient de l'article que j'ai publié au tout début de la pandémie, c'était en mars, avant même que la COVID-19 soit déclarée comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, j'avais commencé à vraiment aller chercher les articles en lien avec les problèmes de santé mentale durant cette période-là de pandémie. On va regarder un petit peu on va parler des facteurs de stress. Je vais parler également des modérateurs et également, je vais parler des pratiques RH, quelques pistes de réflexion sur les pratiques RH à favoriser pour prévenir les problèmes de santé mentale au sein des employés. En termes de problèmes de santé mentale, je vais plus mettre l'accent sur la détresse psychologique. Parfait, donc on va avancer.
OK. Donc, en termes de contexte, ce qu'on peut constater, dans le fond, c'est que l'impact du COVID-19 sur la santé mentale des individus a vraiment augmenté. Donc là, on voit qu'il y a un niveau élevé de détresse psychologique si on se réfère à la littérature. Donc, c'est sûr, au tout début, lorsque j'avais commencé à travailler sur ce projet-là, il n'y en avait pas tant que ça, il n'y avait pas beaucoup d'études au début de cette pandémie-là, comparativement à maintenant. Quelques exemples, quelques statistiques. On parle d'une enquête nationale sur la détresse psychologique en Chine pendant la COVID. Donc, près de 35% des répondants qui ont connu une détresse psychologique. Au Canada, on a une enquête récente de l'OSMET, qui est l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail de l'Université de Montréal. Donc, c'est une enquête récente. Là, on voit que 40% des répondants disent souffrir de détresse psychologique en lien avec le travail depuis les débuts de cette pandémie, comparativement à 35,8% en moyenne. Donc, c'est sûr qu'on voit que la pandémie comme telle a généré un niveau élevé de problèmes de santé psychologique. Donc, certaines études ou certains chercheurs font carrément référence à un risque de pandémie de santé mentale, d'où l'importance vraiment de la prévenir et de développer des pratiques et des politiques pour pouvoir prévenir les problèmes de santé mentale au sein de nos employés, surtout pendant cette période-là. Donc, lorsqu'on parle de détresse psychologique, donc là, je l'ai laissé en anglais, désolée. Détresse psychologique, ou en anglais, on parle de psychological distress. Là, on fait référence, dans le fond, à un résultat de santé mentale. Donc, c'est un problème de santé mentale. Ce problème-là est caractérisé par des symptômes qui peuvent se traduire par des comportements dysfonctionnels, des émotions négatives. Si elles ne sont pas identifiées, elles peuvent mener à des problèmes beaucoup plus complexes tels que la dépression. Donc, lorsqu'on parle de détresse psychologique, on parle de symptômes qui ne sont pas liés à une pathologie spécifique pathologie mentale spécifique. Donc là, elle peut beaucoup plus se traduire par des symptômes d'anxiété, diminution des capacités intellectuelles, la fatigue, l'insomnie. Donc là, on parle, dans le fond, si on fait référence à un continuum de problèmes de santé mentale, c'est vraiment le tout début des problèmes de santé mentale. Donc là, toute la partie des émotions négatives qui peuvent mener à des problèmes beaucoup plus graves d'ordre psychologique. La détresse psychologique, dans le fond, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'un stress, le stress au travail. Donc, lorsque le stress est chronique, lorsque le stress est intense et qui n'a pas été proprement géré, il peut mener à des problèmes d'ordre psychologique, notamment lorsqu'on parle de la détresse psychologique. Donc, lorsqu'on parle de stress, on parle vraiment de l'incapacité de l'individu de faire face aux exigences de son milieu de travail. Donc, les ressources de l'individu ne lui permettent pas, dans le fond, de faire face aux défis et aux tensions qu'il fait face au milieu de travail. Puis, si c'est chronique ou si c'est intense, ce stress peut mener à de la détresse psychologique. Donc, ça peut miner la santé mentale de l'employé. Quels sont les facteurs de stress au travail? Donc, avant de parler et d'introduire les facteurs de risque ou les facteurs de stress que nous avons identifiés dans le fond en lien avec cette pandémie, je vais juste faire une petite introduction en lien avec les facteurs de stress au travail qu'on peut trouver dans la littérature. Donc, lorsqu'on parle de stress au travail, les facteurs de stress peuvent être organisationnels, peuvent être individuels ou peuvent être aussi des facteurs hors travail qui ne sont pas liés au milieu de travail. Les facteurs qui sont liés au milieu de travail ou les facteurs organisationnels, on peut mentionner par exemple les demandes du travail qui peuvent être des demandes physiques, des demandes psychologiques élevées ou des demandes émotionnelles élevées. Donc là, ces demandes-là peuvent générer un niveau élevé de stress qui peut miner la santé mentale de l'individu et mener à ces émotions négatives-là lorsqu'on parle de détresse psychologique.
On peut parler également de la conception des tâches lorsque l'individu ou l'employé n'a pas de contrôle sur son travail, il n'a pas une latitude décisionnelle élevée, lorsque l'employé n'utilise pas ses compétences dans son travail, donc ou a une utilisation faible de ces compétences-là. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Un niveau de stress élevé qui peut également miner la santé mentale de l'employé. On parle également des relations sociales au travail. Lorsqu'on parle des relations sociales au travail, on parle du soutien social que l'employé peut avoir, de la part du superviseur, de la part également des collègues. Donc, s'il y a une bonne relation de travail, c'est sûr que ça va aider l'employé. Par contre, si l'employé n'a pas de soutien social au milieu de travail de la part de son superviseur ou de la part de ses collègues, donc ça peut être également un facteur de stress qui peut également miner la santé mentale de l'individu. C'est sûr que dans la littérature, on parle également d'une interaction entre les différents facteurs. Donc là, lorsqu'il y a des demandes élevées, puis pas de contrôle sur le travail, donc ça augmente les risques. Lorsqu'il y a des demandes élevées, pas de contrôle sur le travail et également pas de soutien au milieu de travail, ça va également amener aboutir à un niveau de stress élevé qui est susceptible de miner la santé mentale de l'individu. On parle également de manque de reconnaissance au milieu de travail, parce qu'on parle on parle de rémunération, on parle de possibilités de promotion. Lorsqu'il y a un manque de reconnaissance, lorsque les promotions sont faibles ou lorsque la personne ou l'employé perçoit qu'il n'y a pas d'équilibre entre les récompenses qu'il reçoit, donc le salaire ou les récompenses qu'il reçoit au milieu de travail et ce qu'il fournit comme effort, ça peut également mener à un niveau élevé de stress qui peut miner la santé psychologique de l'individu. On parle également d'insécurité d'emploi, qui est également reconnu comme un facteur de stress qui peut également, dans le fond, est associé à un niveau élevé de détresse psychologique. Ça implique que ça aboutit à un niveau élevé de stress qui peut également, par la suite, aboutir à augmenter les risques de détresse psychologique en milieu de travail. Là, je veux juste mentionner que les facteurs, dans le fond, sont liés à la détresse psychologique en milieu de travail. On a également d'autres facteurs parce que la vie de l'individu ne se limite pas juste au travail, mais on doit également prendre en considération les facteurs individuels et les facteurs hors travail. Lorsqu'on parle des facteurs individuels, on fait référence notamment aux facteurs sociodémographiques. Donc, on parle de l'âge, du genre, le niveau de scolarité, par exemple. Donc là, j'ai fourni quelques exemples. Si on se base sur la littérature, donc l'âge, les employés qui sont plus jeunes, le fait d'être jeune est associé à un niveau élevé de détresse psychologique sur la base de la littérature, probablement parce que ces employés-là n'ont pas encore l'expérience pour s'ajuster, dans le fond, développer les stratégies d'ajustement face au stress qu'ils rencontrent dans leur milieu de travail, ou aussi le fait que ces employés-là sont plus appelés à avoir des enfants de bas âge comparativement à des employés plus âgés. On parle également du genre, et si dans ce contexte-ci, on fait référence au fait que le fait d'être femme est associé à un niveau élevé de détresse psychologique, donc également aussi, cela peut s'expliquer par le stéréotype et qu'on peut trouver dans les milieux de travail, dépendamment aussi du rôle au sein de l'organisation. Donc, lorsqu'on parle des cadres, par exemple, il y a également la question du conflit travail-famille, lorsqu'on parle du fait que les femmes gèrent aussi ce conflit travail-famille, notamment en présence de jeunes enfants, par exemple. Le niveau de scolarité, dans ce contexte-ci, sur la base de la littérature, on fait référence au fait que lorsque le niveau de scolarité est élevé, donc c'est associé à un niveau faible de détresse psychologique, donc probablement par le fait d'avoir un niveau élevé d'éducation, de scolarité. Donc, ça amène une compréhension des stratégies d'ajustement face au stress. Il y a les facteurs hors travail. Puis, dans ce contexte-ci, on peut faire référence à la famille, par exemple, aux relations sociales en dehors du milieu de travail. Donc, la famille, le fait d'être en couple, par exemple, est associé à un niveau faible de détresse psychologique.
Par contre, le fait d'avoir des tensions dans le couple peut augmenter, dans le fond, le niveau de stress et c'est associé à un niveau élevé de détresse psychologique. Également, le fait d'avoir des enfants et c'est associé à un niveau faible de détresse psychologique, donc c'est positif, c'est bon. Par contre, s'il y a des tensions avec les enfants, entre parents-enfants, donc ça, c'est associé à un niveau élevé de détresse psychologique. Les relations sociales en dehors du travail, c'est reconnu comme le fait d'avoir des relations sociales au travail, ça apporte, c'est associé à un niveau faible de détresse psychologique. Pourquoi? Parce que l'individu ou l'employeur le soutien nécessaire en dehors du travail, donc auprès des amis, auprès des membres de la famille. Donc, si c'est l'opposé, donc s'il n'y a pas de bonnes relations dans le fond ou de soutien social comme tel en dehors du travail, ça peut être un facteur de risque. Donc là, ça, c'est vraiment comme une petite introduction juste pour voir un petit peu les facteurs de stress qu'on peut trouver en milieu de travail. Ce qu'on doit juste comprendre, c'est que c'est vraiment, on a une interaction entre les différents facteurs parce que la vie de l'individu ne se résume pas, ne se limite pas juste au sein de l'organisation. Donc, on va regarder un petit peu les facteurs de stress qui sont liés à l'ère de la COVID-19. On est encore dans cette ère-ci de la COVID. Donc, lorsqu'on parle les facteurs de risque que nous avons identifiés dans le fond dans la littérature, c'est comme j'ai expliqué, c'était au tout début de cette pandémie-là. D'abord, on a la perception de sécurité, de menaces et risques de contagion. C'est sûr que lorsqu'on parle de la COVID, on parle d'une situation qui est extraordinaire. On parle d'un haut risque de contamination. On parle également d'une période d'incertitude. C'est complexe comme situation. C'est une situation nouvelle pour les organisations, pour les employés. Puis, le fait, dans le fond, d'avoir cette information sur cette pandémie, ça a créé une panique élevée dans différents pays du monde. Donc, et ça a abouti au développement de comportements dysfonctionnels. On a pu voir ça, bien évidemment, dans différents pays lorsqu'il y avait la rupture de stock dans les sanitizers. Donc, les désinfectants, désolé, ou d'autres produits, Donc, c'est sûr que cette vague de panique et puis cette peur va amener quoi? Va également amener un niveau élevé de stress. Donc là, en plus des facteurs que j'ai nommés au début, donc là, on parle de cette peur-là, on parle de cette peur pour soi, mais également pour les membres de sa propre famille. Il y a également l'info-obésité versus l'inconnu. Donc là, avec le début de cette pandémie, le facteur de stress qui est important, c'est l'info-obésité. C'est un volume élevé d'informations dans le fond, à propos de cette pandémie-là. Il y avait des rumeurs, il y a beaucoup d'informations sur les médias sociaux. Donc là, l'individu reçoit de l'information de différentes sources. Donc, versus le fait que la COVID, on parle d'une pandémie qui était au tout début, là, on parle d'une situation nouvelle. Pas beaucoup d'informations, beaucoup de tests. Donc là, ça met quoi? Ça amène un niveau élevé de stress également chez l'employé. On ne sait pas également c'est quoi l'impact sur les organisations. Est-ce que les organisations vont fermer ou pas? C'est quoi l'impact sur les employés? Donc, il y avait beaucoup de points d'interrogation versus lorsqu'on regarde dans les médias sociaux, par exemple, ou dans les médias en général, il y a une surcharge d'informations qui amène un niveau élevé de stress pour l'individu. Il y a également la question de distanciation physique et confinement, la quarantaine également, qui a été aussi mise en place pour prévenir et également réduire les risques de propagation de la COVID-19. Donc, mais la distanciation physique qui est vraiment importante, le confinement également, qui sont des mesures qui ont été adoptées, amènent des questionnements et amènent des problèmes d'isolement. Donc là, les individus ont dû changer complètement leur mode de vie. On parle de confinement, de reconfinement dans plusieurs pays. Donc là, ça amène un niveau plus élevé de stress chez les individus. Puis lorsqu'on parle des employés, ça amène un niveau élevé de stress. Donc, il y a également la question de stigmatisation et exclusion sociale.
Ça touche bien évidemment, c'est l'un je dirais, des risques majeurs lorsqu'on parle de période de pandémie. La panique que j'ai mentionnée au tout début peut amener les individus à développer une forme de stéréotype envers des personnes qui sont associées à l'épicentre de la pandémie, par exemple, ou à des individus qui sont en contact avec d'autres personnes qui sont touchées par la COVID-19. Donc, ça amène quoi? Ça amène des comportements où les individus vont les éviter. Ça amène une exclusion sociale, ça amène, ça crée vraiment l'isolement de ces individus-là. Donc, ça aboutit à un niveau élevé de stress qui est susceptible de miner leur santé mentale. Il y a aussi le facteur de perte financière et d'insécurité d'emploi, notamment comme conséquence majeure de la COVID-19. Tout le volet, là, je parle de conséquences économiques, fermeture de plusieurs entreprises, des mises à pied également. Les employés ont vu leurs heures de travail diminuer, leur salaire diminuer, avec un niveau élevé d'insécurité d'emploi dans une période où les individus n'étaient pas vraiment prêts. Dans le fond, il y a des gens qui n'ont pas mis d'argent de côté, qui ne s'attendaient pas à avoir ce genre de situation-là. Donc, ça a amené un niveau également élevé de stress, notamment en lien avec la perte financière et également le risque de ne pas pouvoir trouver un travail dans ces circonstances-là. Donc, là, on va voir les modérateurs comme tels. Donc, lorsqu'on parle des modérateurs, ce que, dans le fond, nous avons fait, c'est que nous avons identifié les facteurs qui sont susceptibles d'atténuer le risque de problèmes de santé mentale au sein des employés. On parle des facteurs individuels, également on parle des facteurs institutionnels et les facteurs organisationnels. Lorsqu'on parle des facteurs individuels, ce qui a été identifié dans la littérature, c'est que on parle du genre, puis c'est aussi cohérent avec ce que j'ai présenté avant, donc avec la littérature sur la santé mentale au travail. Le fait d'être une femme est associé ou peut être associé à un niveau élevé de détresse psychologique. Donc, ce qui est en lien avec ce que j'ai présenté avant. De deux, si on parle de la COVID-19, les femmes enceintes, par exemple, sont plus à risque de développer ou de faire face à un niveau élevé de stress. De deux, les femmes qui ont des enfants de bas âge également sont plus à risque dans le fond, de faire face à ce niveau élevé de stress qui est susceptible de mener leur santé mentale. On parle également de l'âge. Là, si on fait référence à la COVID-19, l'âge, là, on parle des employés qui sont plus âgés. Donc, pourquoi? Parce que les personnes qui sont plus âgées sont plus à risque lorsqu'on parle de la COVID-19, donc on parle de leur vie. De deux, également, les personnes âgées, dans le fond, il y a un risque plus élevé. Donc, lorsqu'on parle de l'insécurité d'emploi, la capacité de trouver un autre emploi si l'employé a perdu son emploi. Il y a également la question de la distanciation sociale et toutes les mesures là, de confinement, par exemple. Ce ne sont pas tous les employés qui sont à l'aise à utiliser les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, ça a amené l'isolement de plusieurs personnes. Là, on parle de plusieurs individus, on parle des personnes âgées. En termes également de facteurs individuels, on va parler le niveau de scolarité, si on réfère à la littérature sur la santé mentale, est reconnu comme un facteur atténuant. Donc là, si par exemple l'employé a un niveau élevé de scolarité, il va plus être en mesure de comprendre bien évidemment les mesures à mettre en place et puis les stratégies également d'ajustement face au stress vécu en milieu de travail ou durant la situation actuelle. On parle également de facteurs institutionnels. Puis dans ce contexte-ci, on fait référence aux programmes gouvernementaux, à toute la communication qui a été fournie aux organisations, au soutien qui a été fourni aux employés qui ont perdu leurs emplois. Donc, ça vient jouer un rôle atténuant dans ce contexte-ci, notamment si on parle des individus qui ont perdu leur poste, leurs emplois, ou les individus également qui ont souffert de pertes financières. Il y a également les facteurs organisationnels.
Les facteurs organisationnels qu'on peut mentionner dans ce contexte-ci, on peut mentionner l'environnement de travail et l'emploi. Donc, il y a certains emplois qui sont reconnus comme des emplois à haut niveau de stress. Par exemple, les emplois dans le secteur de la santé, puis notamment si on le lie à la situation actuelle de pandémie, ils sont plus en contact avec des personnes qui souffrent de COVID-19. Donc là, le risque peut être élevé parce qu'ils peuvent avoir peur pour leur propre santé, pour leur propre vie, la santé également de leurs proches. Donc, ça augmente un niveau élevé de stress. De plus, on parle des demandes élevées de travail, puis également de tout le contexte dans le fond organisationnel que j'ai mentionné au début concernant les demandes du travail et également la capacité de contrôler les tâches au sein de l'organisation. Il y a également les programmes de santé et sécurité au travail qui sont développés par les organisations. Ça amène un effet atténuant. Donc, le fait qu'il y a des programmes qui ont été développés au sein de l'organisation, il y a des équipements qui ont été mis en place, il y a toute une communication autour de ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu d'éviter, les mesures de santé et sécurité au travail qui sont également cohérents avec les programmes gouvernementaux, puis la communication reçue des institutions spécialisées. Donc là, ça amène quoi? Ça amène l'employé va se sentir beaucoup plus protégé, puis ça va diminuer, dans le fond, le niveau de stress chez l'employé. On parle également du télétravail. Le télétravail qui est vraiment une conséquence très importante de la COVID-19. Donc, plusieurs organisations, pour maintenir leur fonctionnement, ont décidé de mettre en place cette organisation de travail, notamment à distance. Donc, c'est sûr, au tout début de la pandémie, si on parle de la littérature, donc au tout début de la pandémie, c'est sûr que c'était des conséquences positives. Donc, les individus avaient la possibilité, ou les employés avaient la possibilité de travailler de la maison, de garder leurs emplois, parce qu'ils n'ont pas perdu leurs emplois, tout en gardant aussi un lien avec leur propre famille. Mais selon la littérature, avec le temps, c'est devenu vraiment pesant. Pourquoi? Parce qu'il y a la question de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Les demandes de travail ont augmenté. On parle également d'une surcharge informationnelle. Donc, lorsqu'on parle de l'info-obésité, on parle des courriels qui sont reçus constamment durant toute la semaine, durant toute la journée. Donc là, plus le fait de travailler de la maison, là, avec la présence de jeunes enfants. Donc là, ça amène quoi? Ça amène un niveau élevé de stress. Donc là, en ce qui concerne les facteurs organisationnels, si c'est sûr, l'organisation fournit les ressources nécessaires pour les employés au tout début, notamment lorsqu'ils sont dans un contexte de télétravail, sûr, ça joue ce rôle atténuant, en plus de la formation fournie aux employés. Donc, quelles sont les pratiques RH à favoriser? Dans le fond, dans notre étude, on avait présenté quelques recommandations à la lumière de ce que nous avons identifié comme facteurs de stress et modérateurs. Donc, quelques pistes de réflexion sur les pratiques RH. C'est sûr qu'on est encore dans cette période-là de pandémie. Oui, il y a toute la vague de vaccination qui est mise en place dans différents pays du monde. Donc là, c'est un autre défi pour les organisations et également pour les employés. Là, ce qu'on peut parler, donc si on fait référence aux facteurs de stress, là, c'est très important pour les organisations, puis notamment lorsqu'on parle des professionnels en gestion des ressources humaines, de travailler sur la communication et la transparence. On avait vu que, dans le fond, le fait de ne pas avoir une information claire, ça peut amener vraiment aboutir à un niveau élevé de stress. Donc, c'est très important de communiquer, de travailler sur un plan de communication, de travailler également en étroite collaboration avec les institutions spécialisées. Donc, on parle du ministère de la Santé, les services sociaux également. Donc là, il faut présenter la communication d'une façon claire et transparente aux employés. Il faut également travailler sur le plan organisationnel qui est prévu durant cette période-là, mais également après la COVID-19. Ce qui est important dans ce contexte-ci, c'est d'impliquer les employés,
dans l'élaboration de ce plan-là. Donc, communiquer, impliquer les employés, ça va réduire ce stress-là d'insécurité d'emploi. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, tout ça va amener donc le fait de communiquer, d'être transparent, d'impliquer les employés dans ce contexte-ci va aider à réduire leur niveau de stress et également prévenir les problèmes de santé mentale et notamment lorsqu'on parle de détresse psychologique. Également la prévention de la stigmatisation. Parce que la stigmatisation peut être présente en milieu de travail, puis c'est l'une des conséquences des épidémies ou des pandémies. Pourquoi? Parce que par peur, le fait les individus développent des comportements dans lesquels ils vont essayer de chercher un coupable, puis essayer également de blâmer les individus qui étaient comme proches ou qui sont en contact avec des personnes qui étaient touchées par cette pandémie-là. Donc, c'est très important de communiquer, d'expliquer quelles sont les formes de stigmatisation, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les comportements à éviter au sein de l'organisation, d'élaborer la politique zéro tolérance. Donc là, le fait de former, d'informer, puis également d'avoir cette politique-là va amener à prévenir la stigmatisation. Puis en ayant ces politiques-là, ça va amener à réduire le niveau de stress, notamment des personnes qui sont touchées par cet isolement-là et puis cette stigmatisation. Puis également, ça va également prévenir les problèmes de santé mentale. Également, la formation qui joue un rôle majeur. Lorsqu'on parle de formation, on parle de la formation en lien avec le télétravail, la formation également en lien avec la santé sécurité au travail, la formation en lien avec tout changement organisationnel. C'est vraiment important parce que ça va amener ça va vraiment amener une réduction ou ça va diminuer le niveau de stress chez les employés. Il y a également l'encadrement du télétravail, qui est vraiment très, très important parce que la frontière, comme je l'ai déjà mentionné, vie personnelle et vie professionnelle n'est pas claire. Donc là, ça a amené des cas, le risque majeur, c'est vraiment le présentéisme, le fait de vouloir démontrer que là, on est en train de travailler, même si c'est en dehors des heures de travail. Lorsqu'on est au sein de l'organisation, on sait que les horaires de travail commencent à telle heure et finissent à telle heure, mais à la maison, le fonctionnement n'est pas clair chez les employés. Donc, c'est très important d'encadrer le télétravail dans le sens où c'est important de former les gestionnaires. C'est la première fois chez les cadres, lorsqu'on parle des cadres, on parle des directeurs, des gestionnaires, c'est la première fois qu'il y a ce nouveau fonctionnement du télétravail. Donc là, il faut les former, il faut les encadrer pour qu'ils puissent accompagner leurs équipes. Donc ça, c'est vraiment très important. De deux, il faut vraiment également encadrer les heures de travail, donner aussi du temps le temps pour se déconnecter, le temps également, savoir à quel moment travailler, savoir à quel moment également prendre le temps pour soi. Donc, également créer des possibilités d'échange entre employés pour qu'ils puissent aboutir à un fonctionnement optimal, mais aussi à la fois qui est positif pour leur santé mentale. On parle également de prévention de l'isolement de l'employé. Donc là, on fait référence aux activités, au soutien social qui peut être mis en place au sein de l'organisation. On peut parler de procédures qui peuvent être formelles, des pratiques, des programmes formels au sein de l'organisation, mais ça peut être également des pratiques informelles dans le sens où il y a des employés qui peuvent créer des moments ou des opportunités d'échange virtuels, par exemple, où ils peuvent prendre un café ensemble, par exemple, ou créer des événements ou des séances d'échange, par exemple, dans lesquelles ça va permettre un petit peu de parler un petit peu des sources de stress et également échanger sur les solutions possibles entre employés. Le soutien social au travail, c'est sûr, ça vient en termes de ressources de la part de l'employeur, de la part également des superviseurs, être à l'écoute également des employés. Et le soutien social doit également être fourni au cadre.
Donc là, oui, on parle des employés, c'est très important. Là, on parle des collègues, on parle également des membres de l'équipe à également soutenir le cadre dans ce processus-là. Donc, vraiment créer une nouvelle culture organisationnelle qui est basée sur la collaboration et également le soutien social. On parle également de retour au travail. Dans ce contexte-ci, c'est très important de gérer et d'encadrer le retour au travail. Il ne faut pas qu'il soit soudain. Il faut vraiment le préparer d'avance. Il faut que le gestionnaire puisse parler avec l'employé, voir est-ce que l'employé est prêt pour retourner au travail, parler des modalités également. Est-ce que l'employé est vraiment touché est-ce qu'il a souffert de la COVID? Est-ce que psychologiquement, comment il se sent psychologiquement? Est-ce qu'il se sent prêt à retourner physiquement au travail? Donc, créer cette communication-là va également permettre aux superviseurs et à l'organisation d'identifier quelles sont les ressources majeures qu'ils peuvent fournir à leurs employés dans ce contexte-ci. Donc là, pour conclure, c'est très important d'identifier les facteurs de risque au sein de l'organisation. Sur ce que j'ai mentionné comme facteurs, c'est des facteurs qui ont été identifiés au tout début de la pandémie. Il y a certains facteurs qui peuvent rester même après la pandémie. Selon la littérature, lorsqu'on parle de la stigmatisation, certaines études mentionnent que ça peut également durer même après la pandémie. À cause de toute la tension psychologique, dans toute cette tension-là que les individus ont fait face durant cette période-là. Il y a également la question de la perte financière. Parce qu'on voit que sur le plan économique, plusieurs entreprises ont été touchées, puis plusieurs employés également ont été touchés. Ça va prendre du temps pour que ça redevienne comme avant. Donc là, c'est sûr que c'est les grands facteurs. Dans le fond, c'est plus, je dirais, ces facteurs-là qui ont été identifiés comme des facteurs qui peuvent également durer, donc là, qui peuvent également être présents même après cette pandémie-là. Donc, d'où l'importance d'identifier ces facteurs et également de travailler avec les employés, de créer un partenariat avec les spécialistes. Donc là, ce partenariat va être entre le gouvernement, les employés, les organisations, les institutions spécialisées, les professionnels en gestion des ressources humaines, les professionnels de la santé, les services sociaux, pour pouvoir prévenir les problèmes de santé mentale au sein des organisations. Donc, merci de votre attention. On va passer à la présentation de Madame Dubé et ensuite nous poursuivrons le webinaire avec des questions-réponses. Merci Salima. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la précarité du travail et les inégalités sociales de santé. Quelles leçons à tirer de la pandémie? Donc, en fait, ma présentation est divisée en 3 grandes parties. La première, pour vous présenter, en fait, mon institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail au Québec. Ensuite, la présentation de 2 projets que nous sommes en train, qui est en cours, en fait, au Québec sur les questions de la pandémie, donc dans les milieux de travail et la précarité. Et je vais terminer justement avec nos analyses là, sur la précarité et les inégalités sociales de santé que ça a mis à relief la pandémie. Donc, pour commencer, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail, donc en commission de contribuer par la recherche à la prévention des accidents de travail, des maladies professionnelles, ainsi qu'à la réadaptation des travailleurs qui en sont victimes. C'est aussi d'assurer la diffusion des connaissances et jouer un rôle de référence scientifique et d'expertise. Donc, on a vraiment une équipe en communication et en mobilisation de connaissances pour pouvoir justement développer des outils, des formations, etc., avec les résultats de nos recherches là, à l'Institut. Puis, il y a aussi toute la question d'offrir les services de laboratoire et d'expertise nécessaires à l'action du réseau public de prévention en santé et sécurité du travail. Donc, on est divisé en fait en 4 champs de recherche. Donc, comme vous voyez ici, il y a des chercheurs ainsi que des professionnels scientifiques qui travaillent sur les 4 thématiques suivantes, donc soit en prévention durable en santé, sécurité au travail et environnement de travail, tout ce qui est prévention des risques mécaniques et physiques,
ce qui est prévention des risques chimiques et biologiques et finalement toutes les questions en fait de réadaptation au travail. Donc, pour ce qui est en fait des projets de recherche liés à la COVID-19, je vais juste vous mentionner que l'IRSST en fait a rapidement lancé un appel de proposition auprès des chercheurs du Québec pour soumettre justement des propositions de recherche axées sur le développement de solutions à court terme, je vous dirais, pour l'avancement des connaissances touchant la santé et sécurité au travail dans un contexte de pandémie. Donc, après le processus d'évaluation, il y a eu finalement 10 propositions de recherche qui ont été retenues pour un budget, en fait, total de 795 208. Et là-dessus, il y a 2 de mes projets de recherche. Donc, un que je suis comme chercheuse principale, qui est les pratiques préventives dans les entreprises de transformation alimentaire. Et un deuxième où que je suis plutôt co-chercheuse, le chercheur principal est Daniel Côté, anthropologue et chercheur à l'Institut. C'est vraiment une enquête qui se concentre sur les travailleurs à faible revenu ou encore à statut précaire dans les secteurs, là, aux services essentiels qui a été préétabli en fait ici au Québec. Donc, pour le premier projet, en fait, je vais vous présenter l'objectif, puis un peu à quoi, qu'est-ce qu'on va aller chercher, en fait, à quoi on s'intéresse plutôt dans ce projet-là, dans le premier projet au niveau des pratiques préventives dans les entreprises de transformation alimentaire. Donc, l'objectif principal, en fait, c'est de documenter la mise en place des pratiques préventives dans ces entreprises-là afin de mieux protéger justement les travailleurs et travailleuses au virus, donc dans un contexte de pandémie mondiale. Donc, de manière plus spécifique, je dirais, on va essayer de répertorier tous les outils d'identification des risques biologiques utilisés dans les entreprises. On va aussi documenter, bien sûr, les pratiques préventives qui sont mises en place. Documenter aussi toutes les perceptions des travailleurs, travailleuses, des gestionnaires face aux réponses organisationnelles pour gérer la santé et la sécurité au travail dans un contexte de pandémie, mais aussi d'avoir un regard, en fait, sur différentes caractéristiques comme le contexte d'emploi, donc les situations de précarité ou encore de vulnérabilité, tout ce qui est les questions, les conditions de travail, donc est-ce qu'il y a rotation des tâches, les horaires, l'exposition à certains risques ou contaminants. Toute la question de la cohabitation d'une diversité de population, donc que ce soit au niveau de l'âge, le genre, lié d'emploi, statut migratoire et langue. Donc, on va avoir un regard par rapport à ces caractéristiques-là. Et on va aussi identifier les leçons ou encore les pistes de solutions pour la phase après-crise qui va nous permettre, en fait, d'élaborer des principes directeurs pour bonifier les systèmes de gestion en santé et sécurité au travail actuels dans les entreprises, en fait, de transformation des aliments. Le deuxième projet, donc l'enquête, en fait, au niveau des travailleurs précaires ou à faible revenu dans des services essentiels. Donc, aussi en cours, on est rendu à l'étape de l'analyse des données. Donc, il faut savoir que c'est une étude comparative Québec et Ontario. Et j'ai ici mis en fait les principales thématiques qu'on va aborder en fait avec les travailleurs, tout ce qui est réaction personnelle, différentes situations de vie. Comme par exemple la peur d'infecter les membres de sa famille. Tout ce qui est les actions gouvernementales, les gestions de crise, donc leur compréhension par rapport à ça ou encore la compréhension parfois insuffisante des milieux de travail, des fois suffisante aussi, là, cela dit. Tout ce qui est les aménagements, transport urbain, donc les conditions de logement. Tout ce qui est prévalence, en fait, des cas confirmés, donc tout ce qui est l'épidémiologie et toutes les questions au niveau de l'environnement et contexte de travail. Donc, par exemple, les équipements de protection individuelle à porter, tout ce qui est parfois les entreprises ont de la difficulté à respecter la distance physique à cause des contraintes organisationnelles ou encore opérationnelles, même en frais d'espace. Donc, on essaie d'aller chercher tous ces éléments-là. Donc, après, on a essayé de réfléchir, en fait, à la question de précarité du travail à l'ère de la COVID-19. On est venu à certaines, je dirais, conclusions ou encore éléments de réflexion. Donc, on sait qu'actuellement, la COVID-19 secoue l'ensemble de la planète et ça soulève vraiment l'épineuse question des inégalités sociales de santé. Donc, on voit aussi qu'il y a des conséquences économiques et sociales qui touchent
certains travailleurs plus que d'autres. Certains dans des secteurs ou des secteurs d'activité précis, encore des métiers ou professions dans lesquels ils présentent un plus haut risque de contagion et de transmission de la COVID-19. On voit aussi une tendance, toute la question de la tendance de la précarisation des emplois qui s'observe depuis les années 70, mais qui contribue quand même à fragiliser l'emploi et à creuser, en fait, les inégalités sociales de santé, y compris justement les écarts là, en matière de santé et de bien-être. Donc, la pandémie actuelle nous permet de mettre en relief plusieurs formes de précarité qui accentuent finalement la vulnérabilité de certains travailleurs, puis qui soulignent une éventuelle rupture de l'offre de services de santé et possible dysfonctionnement dans l'organisation du travail et la gestion. Donc, qu'est-ce que c'est notre définition, en fait, au niveau de la précarité du travail? Donc, il faut dire dès le départ qu'il existe plusieurs définitions de la précarité du travail, mais il se dégage quand même un certain consensus par rapport à, quand on parle de travail précaire, temporaire, pardon. On parle de travailleurs sous rappel, à temps partiel, des travailleurs saisonniers, travailleurs intérimaires ou d'agence, sous-traitance, travailleurs autonomes, etc. Donc, ça fait partie, je dirais, quand même un consensus au niveau de la précarité. Et il y a certaines études ou chercheurs aussi vont mentionner le travail précaire qui est qualifié d'atypique, donc qui a un contraste en fait avec la stabilité d'emploi ou avec des emplois conventionnés, qui eux, juste de beaucoup plus d'avantages sociaux que certains d'autres travailleurs. Donc, quand on parle de ça, au niveau des avantages sociaux ou encore de travail précaire atypique, on peut parler d'une faible rémunération, mais ce n'est pas seulement ça. Ça peut être aussi au niveau du contrôle. Si vous avez peu de contrôle sur votre activité de travail, si vos aménagements d'horaire que l'on dit flexibles ou variables et puis qu'on doit les accepter, des fois d'être sur appel, par exemple, ça peut rendre notre travail un peu plus précaire. Possibilité de perfectionnement souvent limitée. Et tout ce qui est la question là, de multiples risques pour la santé et sécurité au travail, y compris toute la question des risques psychosociaux. Donc, quand on parle de charge mentale, d'autonomie décisionnelle, reconnaissance, soutien instrumental ou encore au niveau émotionnel de la part des collègues. Donc, ça fait partie, en fait, je vous dirais, de notre définition au niveau de la précarité du travail. Avec une collègue, en fait, avec qui dans les dernières années, elle a effectué plusieurs travaux, Mme Sylvie Gravel, à l'UQAM, donc elle a effectué plusieurs travaux auprès des travailleurs immigrants. Et à un moment donné, dans une étude sur justement la question de précarité des immigrants, on a aussi été en mesure de montrer en fait l'effet de cumul. Donc oui, il y a différentes formes, je dirais, de précarité, mais dans cette étude-là, au niveau des travailleurs immigrants, ce qu'on s'est rendu compte, c'est vraiment le concept de cumul de précarité, et dans ce cas, qui s'exprimait dans 4 dimensions. Donc, soit au niveau de la précarité du lien d'emploi, donc le fait que ce soit temporaire, contractuel, involontaire, agent sous-traitant, comme j'ai mentionné plus tôt. Tout ce qui est précarité professionnelle, donc par exemple, toute la non-reconnaissance des diplômes des immigrants quand ils arrivent au Québec. Ou encore la non-reconnaissance de leur expérience ou ancienneté dans leur pays d'origine. Tout ce qui est précarité économique aussi, donc certains vont être à la rémunération à la pièce, au volume, il va y avoir parfois des heures, des cumuls d'heures non rémunérées, obligations aussi financières envers la famille outre-mer, donc ça c'est aussi une autre forme de précarité, et finalement celle de statut. Donc au niveau, tout dépendamment de le statut d'immigration, si vous êtes travailleur étranger temporaire, réfugié ou en attente de statut. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que ça complexifie, en fait, les situations de travail et que ça peut, dans la plupart des cas, générer de la précarité auprès des travailleurs là, qui sont dans ce type ou dans ces formes ou dimensions, en fait, de la précarité. Donc, vous avez vu aussi dans le schéma, quand on parle de situation de cumul de précarité, c'est vraiment en fait parce que ça s'entrecoupe, hein, c'est complexe de ces 4 dimensions-là de la précarité qui fait en sorte que certains travailleurs, travailleuses avec un profil X, comme par exemple les travailleurs d'agence de location de personnel, vont être exclus ou en marge de certaines pratiques préventives et même lorsque les entreprises clientes, les agences, par exemple, appliquent certaines notions de gestion de la santé et sécurité au travail. Donc, par exemple, des travailleurs, travailleuses qui ne maîtrisent pas toujours la langue de travail, en plus, leur parcours
d'emploi est souvent plus difficile ou chaotique par manque de connaissance du système québécois. Puis ça, bien souvent, c'est en raison d'un faible réseau social, d'un manque d'expérience aussi au Canada, de la non-reconnaissance de leur diplôme et de leur expérience ici au Canada. Puis bon, en plus du phénomène, en fait, de la discrimination à l'emploi. Donc, vous voyez, c'est comme vraiment l'enchevêtrement complexe de ces 4 dimensions qui amènent les travailleurs dans une situation de précarité bien particulière. Donc maintenant, quand on parle de précarisation du travail qui nous amène aux inégalités sociales de santé, bien sûr, ce que ça génère, en fait, concrètement, auprès de ces travailleurs ou travailleuses-là, c'est que ça rend vraiment plus difficile, en fait, l'accès aux différents mécanismes de prévention qui sont prévus dans notre loi en santé et sécurité au travail, qui sont en fait des programmes de santé spécifiques à l'établissement, qui s'occupent en fait de toute la question de surveillance médicale, biologique, environnementale et aussi des premiers soins. Tout ce qui est le programme de prévention, donc, c'est vraiment un plan d'action pour, selon les risques qu'on a identifiés dans notre entreprise, on va vraiment avoir des mesures préventives, des pratiques préventives pour diminuer justement ces différents risques-là. Tout ce qui est comité paritaire de santé et sécurité au travail et représentant la prévention. Donc, c'est un travailleur qui va avoir comme responsabilité certaines responsabilités qui sont aussi mentionnées dans la loi pour justement accompagner par exemple, les travailleurs dans l'exercice de leurs droits ou encore à identifier des risques, des solutions pour justement améliorer, favoriser la prise en charge en fait de la santé et sécurité au travail dans les entreprises. Pour ces travailleurs-là, parfois, c'est aussi plus difficile de déclarer une lésion professionnelle, comme par exemple le droit de refus, donc le droit de refuser une tâche dangereuse par crainte de représailles, de mise à pied ou encore même de licenciement ou seulement juste de ne pas être rappelé par l'agence pour pouvoir là, continuer à être affecté en fait dans différentes entreprises clientes. Les travailleurs précaires et davantage les travailleurs immigrants sont souvent peu familiers avec les droits, les normes du travail et aussi de santé et sécurité au travail. Donc, ça aussi, ça l'explique un peu une précarisation ou encore certaines inégalités sociales de santé là, dans notre système en matière de santé et sécurité au travail. Donc, en conclusion, je l'ai mentionné que cette situation d'emploi précaire et de l'effet cumulatif des différentes formes de précarité était bien présente avant la survenue de la pandémie de la COVID-19. Puis c'est pour laquelle qu'il y a lieu de se poser la question suivante, qui est la crise sanitaire actuelle peut-elle servir en fait de levier pour amorcer de nouvelles manières de faire en matière de soutien ou encore de protection de travailleurs parmi les plus précaires ou bien contribue-t-elle à enfoncer davantage les travailleurs dans la précarité et la vulnérabilité? Donc, si on se fie aux données que nous disposons actuellement, la crise semble plutôt accentuer, en fait, les inégalités sociales de santé au travail avec le maintien de conditions de travail assez difficiles. Par contre, je dirais un avantage, en fait, de la pandémie actuelle, c'est que ça a rendu vraiment plus visible l'invisibilité au travail. C'est-à-dire que ça a rendu plus visible cette précarité et ces inégalités-là sociales pour que, comme société, on pourrait décider éventuellement de prendre en charge et de vraiment mobiliser les acteurs dans le régime québécois de la santé et sécurité au travail pour se pencher sur ces questions-là et diminuer justement les inégalités sociales de santé là, prévues au niveau du travail. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre écoute et j'espère que cela vous a plu. Si jamais vous voulez me contacter pour plus de questions, vous pouvez aller sur le site de l'IRSST et inscrire mon nom, Jessica Dubé, comme chercheuse à l'Institut et vous allez avoir mon courriel ainsi que mes coordonnées là, téléphoniques, etc. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Si ça vous ne dérange pas, docteur Amouche, est-ce que vous voudriez prendre une question? Oui, je peux prendre des questions avec plaisir. Parfait. Donc, notre première question est, quels sont les signes auxquels les employeurs devraient faire attention pour reconnaître qu'un employé est en détresse, par exemple? Et surtout dans le cas de télétravail, il est difficile de faire de reconnaître ces signes. Ok, parfait. Merci de cette question-là. Oui, c'est sûr que les signes, dans le fond, reconnaître qu'un employé souffre de problèmes de santé mentale ne sont pas faciles parce que surtout que lorsqu'on parle de problèmes de santé mentale, ce ne sont pas tous les individus qui parlent ouvertement de ces problèmes-là.
par peur de faire aveu de faiblesse ou parce qu'ils ne veulent pas vraiment partager cette information avec leurs employés, avec leurs employeurs, désolé. Et d'autant plus que ça peut être vraiment un défi majeur lorsqu'on parle du télétravail. Au sein de l'organisation, ça peut être identifié, par exemple, lorsqu'on parle d'absence en milieu de travail, mais le télétravail, c'est sûr que le fait de travailler de la maison, ça ne permet pas à l'employeur vraiment d'identifier ça. Quels sont les signes majeurs lorsqu'on voit, par exemple, il y a un changement au niveau de la performance au travail? Par exemple, lorsque il y a des objectifs à atteindre et puis on compare un petit peu au tout début, puis là, il y a un changement, c'est en lien avec la performance de l'employé, puis également les objectifs à atteindre, la qualité de travail également de l'employé. Ça va amener des questionnements sur c'est très important là d'ouvrir cette discussion avec l'employé, puis également de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a également le fait, quelques signes également, c'est lorsque l'employé ne répond pas à ses courriels. Ou, par exemple, l'employé préfère, c'est l'opposé, préfère plus répondre au courriel que d'utiliser le téléphone. Donc, ça peut être également un signe que l'employé évite vraiment toute interaction par téléphone, par exemple, ou lorsqu'il y a des rencontres qui sont informelles, par exemple, où l'employé est absent. Ça peut être également des rencontres virtuelles formelles également où l'employé risque d'être absent également, donc d'éviter tout contact direct avec les membres de l'organisation. Donc, c'est sûr, c'est un défi majeur d'identifier ça, mais d'où l'importance vraiment pour les organisations de se lancer dans des sondages anonymes. Pour voir un petit peu comment se sentent les employés, quels sont vraiment les facteurs de stress durant cette période-là. Également, identifier les ressources nécessaires pour pouvoir les accompagner durant cette période-là, dans ce processus vraiment je dirais, dans la nouvelle organisation de travail à distance. Parfait, excellente réponse, merci beaucoup. Et en termes de sondage, quelles sont les questions en fait qu'on pourrait poser pour dépister, si on peut dire ça comme ça, les signes apparents qu'un employé est en détresse? OK, c'est sûr que il y a juste un point aussi que je souhaiterais rajouter, c'est que c'est très important également pour les organisations de former les employés. Donc là, expliquer quels sont les signes qui peuvent être associés, par exemple, à un début de détresse psychologique ou par exemple des signes où l'employé doit en parler, mettre en place également les ressources nécessaires. Donc là, parce que des fois, l'employé peut faire face vraiment à une fatigue émotionnelle, mais là, il va banaliser ce sentiment-là. Il va banaliser le fait qu'il n'arrive pas à dormir, par exemple. Mais le fait déjà d'en parler, puis également parler des risques potentiels sur la santé mentale, parce que un employé ou un individu qui souffre de problèmes de santé mentale, ça peut également avoir des répercussions négatives sur sa santé physique. Ça ne se limite pas juste à la santé mentale. Si ce n'est pas identifié, si ces problèmes-là ne sont pas identifiés, ça peut miner également la santé physique de l'individu lorsqu'on parle des problèmes cardiovasculaires, par exemple. Donc, ça, plusieurs études ont fait référence à ce point-ci. Maintenant, en termes de sondage, c'est sûr qu'il faut poser la question sur comment l'employé se sent, par exemple, durant la semaine ou durant une période bien spécifique, à tous les jours, par exemple. Et puis, est-ce que l'employé sent qu'il a une charge élevée de travail, par exemple? Donc, il y a aussi une possibilité de poser des questions sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous arrivez à dormir? Donc là, c'est des questions qui couvrent une période spécifique. Puis là, l'employé également peut répondre d'une façon anonyme, OK, d'une façon anonyme sur comment il se sent. L'autre point également, c'est on peut également introduire des questions sur quelles sont les ressources dont vous avez besoin présentement qui peuvent vous aider à travailler par exemple à distance ou dans l'exercice de vos fonctions présentement. Donc, vraiment aller chercher l'information sur comment se sent l'employé.
Puis là, couvrir, lorsqu'on parle, on parle vraiment des sentiments, on parle du stress au travail, on parle également, est-ce que l'employé se sent épuisé? Donc là, on va toucher un petit peu l'épuisement émotionnel ou le burn-out. Donc là, pour pouvoir prévenir la complexité et l'aboutissement à un burn-out en milieu de travail. Et poser la question également sur les ressources dont l'employé a besoin pour pouvoir bien faire son travail. En posant la question sur ça, ça va également amener à identifier les ressources nécessaires qui peuvent aider à diminuer son niveau de stress. Puis par la question sur les facteurs de stress ou comment l'employé se sent, ça amène également, bien évidemment, après un diagnostic organisationnel, d'identifier les interventions organisationnelles nécessaires dans ce cas-ci. Parfait, merci beaucoup, docteur Amouche. Une autre question que nous avons reçue est comment les employeurs peuvent-ils remédier au stress lié à l'organisation pour mieux soutenir leurs employés? Une fois qu'ils reconnaissent qu'un employé est en détresse, quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre et que peuvent-ils faire pour soutenir cet employé en détresse? Ok, parfait. Merci. Vraiment, merci de cette question-là. C'est sûr que les stratégies organisationnelles qui doivent être mises en place en lien avec l'organisation de travail, lorsqu'on parle, on parle sur les interventions, les demandes du travail, lorsqu'on parle également de la latitude décisionnelle également au travail. Donc, c'est sûr que ça commence d'abord par faire une analyse des différentes tâches au sein de l'organisation. C'est vraiment lorsque on commence, on décide au sein de l'organisation vraiment de développer des pratiques qui visent à prévenir les problèmes de santé mentale et promouvoir le bien-être au travail au sein de l'organisation. Donc d'abord, il y a lieu d'analyser puis de collecter toute l'information sur les différents emplois. Donc, ça peut permettre de savoir est-ce que l'employé souffre vraiment comme fait face à un niveau élevé de demande de travail. Dans ce contexte-ci, il y a lieu de se questionner. Est-ce qu'il y a lieu de revoir les tâches? Est-ce qu'il y a lieu d'ajouter, au lieu d'ajouter, de créer un nouveau poste au sein de l'organisation, au sein du département? De questionner également, est-ce qu'il y a lieu de faire une révision carrément du fonctionnement au sein de l'organisation. Donc, c'est sûr que le fait d'aller chercher l'information sur les différents emplois, les tâches qui sont effectuées au sein de l'entreprise, va permettre, c'est sûr que d'avoir des interventions organisationnelles qui sont adaptées au contexte de l'organisation. Si, par exemple, si l'employé fait face à un niveau élevé de demande du travail, c'est sûr qu'il y a lieu de se questionner. Est-ce que c'est lié vraiment à la capacité de l'individu comme à être dans cet emploi-là, ou c'est vraiment, il y a lieu de vraiment revoir ces tâches-là, puis également probablement créer un autre emploi pour pouvoir équilibrer ces demandes de travail. C'est vraiment une réflexion qui dépasse juste penser ou intervenir sur un seul poste ou ou je dirais un seul emploi au sein de l'organisation. Il y a lieu vraiment de penser et d'analyser toute la structure organisationnelle, incluant la culture de l'organisation. Il faut que ça soit cohérent en termes d'intervention. Donc, c'est sûr que si l'organisation mise sur la participation des employés, puis c'est cohérent avec la culture organisationnelle, la culture est là pour soutenir vraiment comme la mise en place et le succès de ce genre d'intervention. Mais ça ne se limite pas juste, OK, il y a juste un seul poste, puis là, mon intervention va être juste sur ces tâches-là. Si on commence à analyser les tâches, ça va être vraiment au sein de, ça va inclure toutes les tâches au sein de l'organisation, identifier les pistes de développement et le point le plus important, c'est qu'il faut impliquer les employés. Très, très important. Il faut impliquer les employés dans ce processus-là de développement des stratégies d'intervention. Merci énormément pour cette excellente réponse. Une autre question est
La pandémie a démontré que la communication entre employeurs et employés est cruciale pour promouvoir le bien-être au travail. Que recommandez-vous pour les employeurs en matière de moyens et de fréquence de communication avec leurs employés durant le télétravail, durant la transition de retour au travail, surtout dans le contexte de la pandémie? Ok, parfait. Merci beaucoup, Yusra. Donc, c'est sûr que la communication joue un rôle majeur durant la pandémie et après la pandémie également. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné, c'est très important d'avoir un plan organisationnel étudié, adapté au contexte de l'organisation, basé sur un partenariat lorsqu'on parle des institutions spécialisées. Donc là, aller chercher toute l'information, la vraie information, donc là, et la communiquer aux employés. Mettre en place aussi un plan de fonctionnement au sein de l'organisation durant et après cette pandémie-là. Puis comme je l'ai mentionné, c'est très important d'impliquer les employés dans ce processus-là. Maintenant, lorsqu'on parle de fréquence de communication, ce qui est important de faire, c'est d'en discuter avec les employés. Des fois, on veut bien faire et puis là, on fait beaucoup de rencontres virtuelles et tout ça. Donc là, il faut vraiment discuter et impliquer les employés dans ce contexte-ci. Comme je l'ai déjà mentionné, la communication, le plan de communication formel doit vraiment comme être lié à comment structurer le télétravail, comment également faire, comment communiquer les informations d'une façon ponctuelle également. Par exemple, chaque semaine, on donne l'information sur le nombre de cas, par exemple, comme ça se fait au niveau national, hein, on peut le faire également au niveau de l'organisation. Puis, quelles sont les mesures qui ont été mises en place au sein de l'organisation pour soutenir ces employés-là ou pour prévenir, vraiment les problèmes au sein de l'organisation. On parle des problèmes de santé, sécurité au travail, ou les problèmes également, ou aussi prévenir les risques de contamination des employés. Donc là, déjà, le fait d'avoir une communication ponctuelle, déjà, ça permet également d'avoir une idée. On sait que tel jour, donc là, on va avoir une communication en ce qui concerne notre organisation. Donc ça c'est un point. Là maintenant, lorsqu'on parle de communication, la communication peut être formelle ou informelle. La communication informelle, ça permet aux employés d'échanger. Donc là, lorsqu'on se dit, OK, donc là, tel jour, on va avoir une rencontre, là, on prend un café tous ensemble, puis là, on commence à jaser, on commence à parler en général. Donc là, ça crée quoi? C'est comme une activité sociale qu'on a l'habitude de faire lorsque les employés étaient en présentiel, donc ils n'étaient pas à distance. Donc là, les employés peuvent décider, OK, là, la fréquence de la communication peut se faire chaque semaine ou chaque 2 semaines, parce que le fait d'être devant l'écran à tous les jours, donc c'est sûr que ça peut épuiser l'employé. Donc là, la fréquence peut être discutée avec les employés. Donc là, par la suite, les employeurs, en collaboration avec les employés, peuvent créer vraiment comme des opportunités, des possibilités d'échange sur la base de leurs besoins. Donc ça, c'est d'une. De deux, lorsqu'on parle de la communication formelle, comme je l'ai mentionné, la communication formelle peut être liée au plan de l'organisation. Tout changement qui touche l'organisation, la transparence est vraiment importante dans ce contexte-ci parce que le sentiment d'insécurité est élevé, parce qu'on est dans un contexte incertain, une situation complexe, puis une situation où on apprend à tous les jours. Puis c'est nouveau, c'est pas juste pour une organisation spécifique, ça touche les organisations et les employés au niveau mondial. Donc, et puis, lorsque on parle du retour au travail, comme je l'ai mentionné, le retour au travail doit être communiqué aux employés. Donc là, notre intention comme organisation, c'est de faire ce retour graduel. Ça, c'est très important d'aller avec un retour graduel au travail. C'est pas comme on se lève le matin, OK, demain, là, on va faire un retour. Non, ça peut vraiment, mener à un niveau élevé de stress parce que l'employé a pris aussi une certaine habitude. De deux, aussi, l'organisation doit savoir quelles sont les étapes, qu'est-ce que l'employé a fait face durant cette période-là. Est-ce qu'il a souffert de COVID? Est-ce que les membres de sa famille ont souffert de COVID? Est-ce qu'il a souffert de pertes? Donc, tout ça doit être connu. Donc, c'est d'où l'importance d'aller avec un retour graduel au travail, communiquer, discuter. La communication, lorsqu'on parle de communication, oui, on parle de communication générale,
donc là, on communique aux employés, mais de deux également, il faut que on développe une communication entre le superviseur et l'employé. Donc, ça va être une communication individuelle. Donc là, le superviseur va discuter avec l'employé. Quelles sont les modalités de retour? Est-ce que l'employé est prêt maintenant pour faire ce retour au travail? Quelle est la fréquence? Donc là, on parle des étapes à suivre. Puis lorsque c'est connu d'avance, l'employé a le temps de se préparer, mais également l'organisation pourra aller chercher toutes les informations pour préparer les ressources nécessaires pour soutenir les employés pendant cette période-là. Donc, lorsqu'on parle de la COVID, qu'on vit présentement, et également au-delà de ça, donc là, après cette pandémie. Merci, docteur Amouche. Excellent point. Notre prochaine question est, vous avez mentionné le problème de stigmatisation. Que recommandez-vous en matière de démarche pour prévenir ou diminuer la stigmatisation au travail? OK, merci Yousra pour cette question-là. C'est sûr que stigmatisation, c'est un problème majeur parce que comme je l'ai mentionné, puis bien évidemment, comme c'est mentionné dans la littérature, stigmatisation, c'est le résultat des pandémies, des épidémies. Pourquoi? Parce que les individus vont développer donc là cette panique, cette peur. Ils vont essayer de se protéger en évitant les personnes que eux pensent. C'est une question de là, comme je l'ai mentionné au début, là, les individus développent une forme de stéréotype envers des personnes que eux pensent que sont proches des personnes qui souffrent de COVID, par exemple, ou comme je l'ai mentionné, l'épicentre de la pandémie. Donc, c'est sûr que c'est très important d'expliquer puis également de définir c'est quoi les comportements, quels sont les comportements qui peuvent être considérés comme des comportements qui mènent à la stigmatisation. Des fois, les individus vont juste se comporter d'une façon spontanée sans pour autant savoir que ce qu'ils font, ça nuit à d'autres personnes. Donc, le fait également de former les employés, d'informer les employés, de définir les comportements, d'expliquer ce qui n'est pas accepté au sein de l'organisation. La question, lorsqu'on parle de la tolérance zéro, on parle en termes de politique au sein de l'organisation, ça va amener les employés à réfléchir, ça va amener les employés à également reconnaître les comportements à éviter en milieu de travail, mais également lorsqu'on parle de stigmatisation, ça peut être également en dehors du milieu de travail. Puis on avait vu ça, bien évidemment, plusieurs cas lorsqu'on parle du personnel de la santé, plusieurs cas de situations où ça a mené carrément à de la violence en milieu de travail. Donc, d'où l'importance de prévenir la stigmatisation pour prévenir des situations dans lesquelles ça peut dégénérer. Donc là, former, parce que c'est important de définir quels sont les comportements à éviter, définir les concepts. Qu'est-ce qu'on veut dire par ce concept-ci? Qu'est-ce qu'on veut dire par ce comportement-ci? Et quelles sont les conséquences? Donc là, et c'est la position de l'organisation, zéro tolérance envers ce genre de comportement. Le fait de développer ce genre de politique au sein de l'organisation, ça va amener à créer un milieu de travail sain. Ça va également faciliter la collaboration. Les gens, le fait également de la formation sur la stigmatisation, on ne parle pas juste comme, oui, là, on va définir le concept, mais également le fait de donner de l'information sur la COVID-19, sur la pandémie, sur quels sont les symptômes, comment ça se développe. Donc, le fait, parce que des fois, c'est ce genre de comportement envers d'autres individus, ça peut se développer parce que les individus ne savent pas. Ça peut venir de l'ignorance. Par exemple, les individus ne savent pas que tel problème peut être développé par ça, ça, ça. Donc, le fait qu'il y a de la formation, il y a de l'information qui est donnée sur la situation actuelle, sur également comment ça se propage, ou quelles sont les mesures à mettre en place, comment les gens peuvent se protéger. Donc, tout ça, ça va amener quoi? Ça va amener une reconnaissance et une compréhension de toute la situation. Puis les individus ne vont pas aller chercher des coupables.
Bien au contraire, ils vont aller chercher des moyens pour pouvoir travailler ensemble et prévenir des problèmes qui peuvent surgir au sein de l'organisation. En faisant ça, ça va amener quoi? Une protection également de la santé mentale des individus qui peuvent être touchés. Puis, le meilleur exemple dans cette situation, c'est les employés du secteur de la santé. Donc, le fait qu'ils soient proches et puis ils sont en contact avec des personnes qui peuvent souffrir de la COVID, donc amène les individus à avoir peur, d'être en contact avec eux, à les éviter. Or, le fait déjà de donner l'information complète, d'expliquer, de former, la formation est cruciale. Ça va amener également à avoir une meilleure compréhension de deux politiques zéro tolérance est vraiment importante dans ce contexte-ci. Merci beaucoup, Dr Amouche. Une dernière question pour vous et merci d'être patiente. Bienvenue, pas de problème, avec plaisir. En parlant de formation, est-ce que vous connaissez des programmes de formation efficaces qui pourraient aider les gestionnaires à naviguer ces challenges de télétravail? Et aussi, quelles sont les grandes lignes ou thèmes, si on peut dire, de formation que vous suggérez? Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup, Youssra, de cette question. Donc là, oui, c'est sûr que lorsqu'on parle de gestionnaires, c'est vraiment comme lorsqu'on parle des cadres, des gestionnaires, on parle d'une population, donc avant de répondre à cette question-là, très souvent, les cadres ont cette responsabilité de santé financière de l'organisation, santé physique de l'organisation. Ils ont cette responsabilité de mettre en place les programmes de santé, mieux-être au travail, de veiller à la santé psychologique, à la santé de leurs employés, la santé et sécurité de leurs employés. Puis dans tout ça, sur la base de la littérature, très souvent, ces programmes-là ne prennent pas en considération les cadres. Or, il joue un rôle majeur au sein de l'organisation. Pourquoi? Parce que s'il y a un cadre stressé, puis sur la base de la littérature, un cadre stressé génère une organisation stressée. Donc là, tout est contagieux. Donc là, le fait de souffrir de problèmes de santé mentale, ça va amener quoi? Ça va amener un environnement de travail qui n'est pas sain, qui va amener des conséquences négatives sur l'ensemble de l'organisation. Puis lorsqu'on parle des cadres, c'est sûr qu'il y a le défi majeur du travail à distance, lorsqu'on parle du télétravail. Donc là, déjà, lorsqu'on parle de l'encadrement, des équipes de travail, lorsqu'on parle de la gestion de la performance, lorsqu'on parle de la formation de nos employés, l'accompagnement de nos employés. Déjà, donc là, on parle de grandes responsabilités. Là, on parle, les cadres ont un niveau élevé de responsabilité au sein de l'organisation. Là, depuis la pandémie, donc c'est sûr que plusieurs organisations ont misé sur quoi? Sur le télétravail. Ça amène quoi? Ça amène un défi au niveau de la performance. Comment mesurer la performance au travail des employés? Les objectifs qui ont été fixés au début, est-ce qu'ils peuvent s'appliquer présentement tout en sachant que l'employé ne travaille pas dans les mêmes conditions qu'avant la pandémie? Comment se fait la communication avec l'employé si le cadre lui-même souffre de problèmes de santé mentale, si le cadre lui-même ou le gestionnaire lui-même se sent isolé? Puis d'autant plus que lorsqu'on parle de cadres, les cadres ne parlent pas ouvertement de leurs problèmes, le problème de santé mentale, par peur que cela soit considéré comme aveu de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on parle de toute l'idéologie du bon professionnel autour lorsqu'on parle du rôle de cadre. D'où l'importance d'avoir un partenariat. Avec qui? Avec les professionnels en gestion des ressources humaines. Donc là, les professionnels en gestion des ressources humaines vont accompagner les cadres dans ce contexte-ci à réfléchir quelles sont les formations. Et puis les formations, dans le fond, doivent être adaptées au contexte organisationnel, à la réalité de l'organisation. Parce qu'on peut nommer une longue liste de formations, mais là, il faut également se questionner, est-ce qu'on est capable de mettre en place ces formations-là? Est-ce que l'organisation a les ressources pour mettre en place ces programmes de formation-là? Parce que l'idée, c'est pas former pour former. L'idée, c'est vraiment identifier les besoins de formation et
élaborer puis développer des formations qui peuvent soutenir les employés et les cadres. Quels sont dans le fond, les programmes ou les formations qui peuvent aider les cadres? Okay? Premièrement, on peut parler des programmes de co-développement. Les programmes de co-développement, là où les cadres peuvent travailler ensemble, là les cadres peuvent également se soutenir mutuellement, échanger également des pistes de réflexion sur des défis majeurs qui peuvent faire face durant cette période-là de télétravail. De deux, également, il faut former les gestionnaires sur la manière de coacher, puis également d'accompagner les équipes qui sont les équipes de travail à distance. Comment communiquer avec eux? Comment également revoir, donc là, c'est sûr, c'est pour ça que je parle d'un partenariat entre cadres et lorsqu'on parle gestionnaire et professionnel en gestion des ressources humaines. Donc, c'est très important de vraiment revoir et d'adapter les programmes de formation, lorsqu'on parle également de la gestion de la performance au travail. Donc, est-ce qu'il y a lieu de discuter avec l'employé, adapter les objectifs, les revoir, tout en sachant qu'il y a certains employés qui ont vu, selon la littérature, qui ont vu carrément leur promotion bloquée à cause de la pandémie. Comment discuter avec l'employé, comment l'accompagner dans ce processus-là. C'est sûr que le cadre a besoin vraiment de travailler en étroite collaboration avec les professionnels en gestion des ressources humaines pour pouvoir, dans le fond, faire face à ce défi-là. Puis le soutien organisationnel, comme je l'ai mentionné, ne doit pas juste être limité aux non-cadres, mais également les programmes d'aide aux employés doivent également s'ouvrir et être adaptés également et inclure les cadres au sein de l'organisation, former les cadres. C'est très important. Les accompagner dans le processus de révision des pratiques qui sont associées, par exemple, au recrutement. Lorsqu'on parle de recrutement, lorsqu'on parle d'évaluation de la performance également des employés et identification des besoins de formation au sein de l'organisation. Merci beaucoup, Dr Amouche, pour cette excellente information et cette présentation précieuse et compréhensive. Merci beaucoup, nous avons beaucoup appris et puis merci à notre public pour votre attention et votre intérêt. Après le webinaire, vous serez dirigé vers le sondage d'évaluation. Nous apprécions grandement votre contribution à nos webinaires ainsi que vos suggestions pour des sujets futurs. Je rappelle que l'enregistrement de cette présentation sera publié gratuitement sur notre site web et sur YouTube. Je voudrais mentionner que nous créons des ressources pour un accès public et soutenues par des dons et des adhésions volontaires. Merci pour votre participation et merci grandement, Dr Amouche. Ce fut un plaisir. Merci, Yusra. Merci, Yusra, et merci, Jennifer. Bonne soirée. Bye bye.